Je ne sais pas s'il y a des nouveaux arrivants, donc comme je vous dis bonjour toutes les heures ce matin, je vous ai déjà dit bonjour 2 fois, ça fait la 3e fois maintenant. On continue sur les anticorps et on va parler de quelque chose qui est extrêmement important dans les réactions antigènes-anticorps, ce sont les réactions croisées. En fait, les réactions croisées entre un anticorps et plusieurs antigènes, ça se passe lorsque 2 antigènes différents partagent en fait, ce qui est possible, un épitope identique. Donc vous avez un anticorps qui théoriquement est spécifique d'un épitope donné, mais il y a un croisement, c'est-à-dire cet anticorps est capable également de reconnaître le même épitope sur un autre antigène, ou est capable de reconnaître peut-être un antigène qui aura tout de même une structure extrêmement proche. Alors on va prendre un exemple ici, tout simplement les groupes sanguins. Vous avez, moi comme prénom, je connais Jonathan et Sarah pour l'instant. Donc ici, j'ai Jonathan en vert. Quel groupe, Jonathan? Peut-être pas le groupe A. Ah oui, bah ça tombe bien. Donc Jonathan est bien de groupe A. Donc il a sa surface, des antigènes de surface que vous voyez ici en vert. Mais il a forcément, à partir du moment où il est A, il a dans son sérum des anticorps, vous notez au passage que ce sont des IgM, qui sont dirigés, ces anticorps, cette fois-ci, contre des antigènes de surface qui sont sur les globules rouges, qui sont des antigènes B. On va supposer que Sarah est peut-être B. C'est pas ça, Sarah? Ouais? Ouais? Bon. C'est impeccable. Hein? Bien. Alors, Jonathan, il a dans son sérum des anticorps anti-B. Et en fait, d'où viennent ces anticorps anti-B? En fait, ce n'est pas qu'il fasse des anticorps contre Sarah, il n'y a pas de problème. C'est que Jonathan, lui, il fait en fait, il a au niveau de son tube digestif des bactéries. Et qu'il fait en fait des anticorps contre ces bactéries du tube digestif. Et ce sont en fait des réactions croisées entre en fait les épitopes qui sont sur des bactéries du tube digestif et en fait les épitopes qui sont sur les globules rouges, les épitopes B ici. Ces réactions croisées, vous faites donc Jonathan, il fait des anticorps anti-B parce que, en fait, ce qu'il a fait, ce sont des anticorps contre ces bactéries du tube digestif, mais il y a une réaction croisée. Ces anticorps qui reconnaissent donc un épitope particulier sur les bactéries, il y a un croisement également avec les antigènes B qui sont chez Sarah. On pourrait faire l'inverse. On pourrait faire exactement l'inverse, c'est-à-dire chez Sarah qui est B, il y a des anticorps anti-A. Les anticorps anti-A, c'est également des anticorps dirigés contre des bactéries du tube digestif, mais il y a une réaction croisée. Voilà. Donc, ces réactions croisées, c'est extrêmement important parce que, par exemple, lorsque vous faites une angine à streptocoque, on le reverra ça. Sur le streptocoque, il y a des antigènes M qui sont sur le streptocoque. Et dans ces cas-là, il y a une réaction croisée entre l'antigène M du streptocoque et des protéines du muscle myocardique. Ce qui fait qu'il faut soigner, pour une fois, avec des antibiotiques, à condition d'être sûr que c'est une angine à streptocoque. Il faut soigner les angines à streptocoque pour éviter de faire des anticorps anti-streptocoques qui vont
croiser avec les protéines du muscle cardiaque et qui vont vous entraîner une insuffisance cardiaque. Donc ça, c'est typiquement réaction croisée. Mais ces réactions croisées, elles peuvent être aussi remarquablement utiles parce que, en fait, c'est le principe, par exemple, de la vaccination contre la variole. Vous ne vaccinez pas contre ou avec le virus de la variole, ça c'est un petit peu embêtant. Vous vaccinez avec le virus de la vaccine, qui est en fait un virus qui est plutôt, quand je dis plutôt, c'est parce que c'est pas aussi simple que ça. Enfin, c'est pas le virus humain, ça serait plutôt, mettons, le virus de la vache. Mais comme il y a une réaction croisée entre les antigènes qui sont présents sur le virus de la vache et le virus humain, on vous vaccine avec le virus de la vache, on ne le fait plus maintenant, mais vous vaccinez, demandez à vos parents, vous vous souvenez, hein, on vous vaccinez avec le virus de la vaccine, mais il y a une réaction croisée des anticorps qui reconnaissent pas seulement le virus de la vaccine, mais surtout le virus humain. Donc ça vous sert, ces réactions croisées, pour la vaccination et ça vous dessert pour les maladies auto-immunes. Alors, l'extrême spécificité de la réaction antigène-anticorps, quand on parlera des épitopes T tout à l'heure, on verra que les récepteurs T ils sont capables de reconnaître des différences au niveau d'un acide aminé. Là, la différence, elle est beaucoup plus subtile. C'est ce qu'on a démontré en quelle année, je n'ose même pas dire en quelle année on a démontré ça. On a démontré ça de la façon suivante, que c'était d'une, comme on dit, exquisite spécificité. Je ne sais pas quel est le terme français pour exquisite. Vous prenez ici, vous le voyez passer. Je ne vais pas vous demander d'apprendre par cœur la séquence, en fait, de ce peptide de 32 acides aminés qui est la calcitonine. Et au bout, vous notez qu'il y a une fonction NH2. On fabrique, la voilà la calcitonine en plus petit, vous fabriquez un anticorps ici, et cet anticorps reconnaît ici cette région-là. Et cet anticorps, vous allez le voir tout de suite, il est capable de reconnaître spécifiquement la fonction tout simplement NH2 qui est ici. Parce que vous faites la chose suivante, vous mettez au repos, vous changez ici la fonction NH2 pour une fonction OH. Un seul changement. Tout le reste, c'est identique. Vous prenez le même anticorps, il ne s'attache pas, il ne reconnaît pas. Et c'est 100%. C'est vraiment la démonstration, la première fois que c'était fait, qu'un anticorps, ça ne reconnaît pas uniquement une différence d'un acide aminé, ça reconnaît une différence au niveau d'une seule fonction chimique. Vous avez changé un NH2 pour un OH. Alors, au passage, ça a des applications pratiques, ça. Tout ce que je vous dis qui paraît de temps en temps assez compliqué, j'hésite pas à vous le faire parce qu'à chaque fois, moi je sais derrière, et vous allez le voir au fur et à mesure du cours d'immunologie, qu'à chaque fois derrière, il y a des applications pratiques. Bon, là, l'application pratique, elle est relativement simple. On a fait avec ça un dosage de la calcitonine, qui est une molécule qui est produite chez des patients qui ont un cancer très particulier de la thyroïde, qui est le cancer médulaire de la thyroïde. Et en fait, avant d'avoir ce type d'anticorps, plusieurs années pour le faire, on n'était pas capable de doser des toutes petites doses de calcitonine. Avec cet anticorps-là, on est devenu capable de les doser, ce qui fait qu'on a pu faire des diagnostics de cancer médulaire de la thyroïde dans des familles à risque, parce que c'est un cancer des formes familiales. Quand vous avez un papa ou une maman qui a un cancer médulaire de la thyroïde, vous allez faire le screening ou le dépistage chez les enfants. Et là, en l'occurrence, avec cet anticorps que vous avez vu, on a découvert cette tumeur qui vous paraît extrêmement grande. En fait, cette tumeur, elle fait 1,3 mm. Il y a même une autre équipe de Tours qui est parvenue à détecter une tumeur qui fait 0,1 mm. Ce sont des tumeurs que vous détectez, même si c'est des cas exceptionnels, que vous détectez chez des jeunes enfants 20 ans avant l'émergence du cancer. C'est-à-dire que c'est des cancers qui apparaissent vers 35 ans
et vous faites le dépistage vers 15 ans. Donc 20 ans avant, vous dépistez à l'aide de ces techniques ces cancers et on est en 2008, ça reste les plus petites tumeurs que l'on est capable de détecter avec une prise de sang en fait. Donc ça, c'était pour vous montrer d'une part l'extrême spécificité et précision des réactions antigènes-anticorps avec une illustration. Et maintenant, on va un petit peu parler assez brièvement, mais quelques principes, sur les réactions antigènes-anticorps que vous allez utiliser, et notamment les réactions de précipitation. Alors, les réactions de précipitation, vous pouvez faire par exemple des techniques d'immunodiffusion radiale dans lesquelles vous allez essayer de faire précipiter l'anticorps qui est ici dans un milieu gélifié en agar avec l'antigène que vous allez mettre ici dans les petits puits. Et regardez ce qui va se passer. Vous mettez votre antigène ici dans les petits puits à des concentrations différentes. L'antigène va diffuser. Il va se passer une ligne de précipitation que vous avez ici avec des lignes de précipitation qui sont plus ou moins à distance des puits en fonction de la quantité d'antigène que vous avez mis. D'accord ? Donc ça, c'est typiquement des réactions d'immunodiffusion radiale. Ensuite, vous avez une gamme d'étalonnage dans laquelle vous avez mis des quantités différentes d'antigènes qui ont fait des cercles ici de précipitation plus ou moins larges. Ça vous donne une courbe d'étalonnage et ensuite vous pouvez arriver avec un sérum dans lequel il y a une quantité d'antigènes que vous ne connaissez pas en fonction du diamètre du cercle que va faire la ligne de précipitation entre l'anticorps qui, encore une fois, est dans le gel et l'antigène que vous avez mis dans le puits. Vous pouvez comme ça quantifier de façon assez grossière, mais c'est simplement une illustration de ces réactions de précipitation entre antigènes et anticorps. Ça, c'est la technique de Mancini. Vous voulez la revoir? Pas difficile. Voilà. Pour ceux qui vont le regarder sur l'intranet, il doit falloir avoir des programmes qui sont capables de lire les petits fichiers comme ça. Moi, j'utilise QuickTime. Ça doit marcher. Si ça ne marche pas, il va falloir que vous ayez QuickTime. Pardon? Ça. Bien. Même principe ou principe très similaire pour l'immunoélectrophorèse. Là, tout à l'heure, vous avez vu une immunodiffusion radiale avec l'anticorps qui était inclus dans le gène. Là, on va faire les choses un petit peu différemment dans l'immunoélectrophorèse. Ici, vous faites diffuser, il faudrait que j'arrête, je vais trop vite là, on va le laisser faire et on va revenir. On recommence, comme ça on va arrêter. Alors, vous avez l'antigène ici et vous allez faire d'abord une électrophorèse, c'est-à-dire faire migrer en fait l'antigène que vous avez mis ici dans deux puits, faire migrer à l'intérieur d'un champ électrique. Voilà, c'est en train de migrer là. D'accord? Donc l'antigène s'est déposé dans le champ électrique. Ensuite, au milieu, vous allez faire une rigole dans laquelle, cette fois-ci, vous allez déposer l'anticorps. Je dépose l'anticorps. Voilà. Ensuite, je vais laisser diffuser la réaction entre l'antigène et l'anticorps et je vais observer ici, au fur et à mesure, voilà, ça diffuse et hop, j'ai des lignes de précipitation entre les différents antigènes qui ont migré et les différents anticorps. Ça, c'est notamment pour faire des immunoélectrophorèses du sérum et pour repérer si dans votre sérum, vous avez
Par exemple, si vous avez un myélome multiple, si vous avez un myélome multiple, vous prenez le sang du patient, vous verrez des immunoélectrophorèses comme ça, vous en verrez. Vous avez dans le sang du patient énormément d'IgG. Vous allez faire migrer le sérum de votre malade. Vous allez mettre ici un anticorps anti-IgG humaine et vous allez voir apparaître à un moment donné une très grosse ligne de précipitation entre l'IgG qui est présent dans le sérum de votre malade et l'anticorps anti-IgG que vous avez mis ici dans votre rigole. Donc ça, immunoélectrophorèse. Réaction d'agglutination. Vous pouvez, ces anticorps, au lieu de les faire précipiter, les antigènes qui précipitent, on appelle ça des précipitines. Les antigènes qui agglutinent, on appelle ça plutôt des agglutinines. Voilà. Donc, exemple de réaction d'agglutination qui est très utilisé. Le test de Combs pour voir si, en fait, vous avez des anticorps dirigés contre vos hématies. Et il y a le test de Combs direct, ici, où vous prenez les hématies du patient. Et on va supposer que ce patient a justement, en fait, un problème de maladie immunitaire qui est une anémie hémolytique auto-immune. C'est-à-dire il fait des anémies hémolytiques, c'est-à-dire il détruit ses propres globules rouges. Et on veut savoir si cette destruction est due à des anticorps, en fait, auto-immuns dirigés contre les hématies, ses propres hématies. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on prend? On prend ces hématies. S'il a bien une anémie hémolytique auto-immune, il a des auto-anticorps dirigés contre ses propres hématies. Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez rajouter un anticorps anti-IG, ici, et vous allez faire une réaction, en fait, de précipitation, d'agglutination, puisque ici, vous avez toutes les hématies qui vont s'agglutiner entre elles avec l'anticorps anti-immunoglobulines, ces immunoglobulines étant des auto-anticorps dirigés contre les hématies. Ça, c'est donc en un temps direct une réaction donc d'agglutination que vous pouvez faire. Vous pouvez faire un test qui est indirect. Cette fois-ci, vous n'avez que le sérum du patient, dans lequel on va supposer qu'il y a toujours des auto-anticorps contre les hématies. Donc vous rajoutez au sérum du patient, cette fois-ci, des hématies test, qui ne sont pas forcément les hématies du patient. Ici, vous avez les auto-anticorps du patient qui sont mis sur les hématies test. Vous arrivez avec vos anticorps anti-IgG. Et là, à nouveau, il y a une réaction d'agglutination. Donc ça, c'est extrêmement utilisé. C'est aussi utilisé couramment, ces réactions, notamment pour faire les groupes sanguins. Si je veux savoir le groupe de Jonathan et Sarah, je vais faire des réactions d'hémagglutination. Alors, je pourrais vous en faire pendant 2 heures, mais là, simplement pour illustrer certaines des applications pratiques des réactions antigènes-anticorps. Là, dosage radioimmunologique et immunoenzymologique, c'est pour souligner tout de même un point, c'est que vous avez encore un prix Nobel attribué en 1977 à Rosalind Yalow. Et Rosalind Yalow, elle a eu son prix Nobel parce que c'est elle qui, pour la première fois, a trouvé le principe et utilisé le principe des dosages radio-immunologiques. Comment ça marche un dosage radio-immunologique? Vous avez le principe ici. Le principe, c'est que vous avez, j'ai pris toujours l'exemple de l'HCG, parce qu'il me sert bien, vous avez ici des anticorps anti-HCG en quantité fixe. Et vous avez ici l'antigène marqué par un isotope radioactif également en quantité fixe. Donc vous mettez une quantité fixe d'anticorps et une quantité fixe d'antigène qui est marquée, en général c'est le iode 125, par un isotope radioactif. Très bien. Donc ça, je reviens
Maintenant, à cette quantité fixe, il y en a 10 ici, et cette quantité fixe d'antigènes, je mets en général une quantité d'antigènes plus forte que la quantité d'anticorps. Mais maintenant, je veux doser dans le sérum d'un patient, une dame ou un monsieur, parce que vous avez des messieurs qui produisent de l'hormone de grossesse. C'est ceux qui ont une tumeur du testicule ou qui ont certaines tumeurs du testicule. Dans ces cas-là, entre l'ACG que je veux doser dans mon sérum et ici l'ACG qui est marqué, toutes ces molécules vont rentrer en compétition face à la même quantité d'anticorps. Je rentre en compétition. Bien. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait rentrer en compétition toutes ces molécules. J'élimine tout ce qui ne s'est pas attaché à l'anticorps, ou plutôt je précipite, j'élimine ici, je précipite antigènes et anticorps, et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Plus j'avais d'antigènes dans le sérum de mon malade, moins il me reste d'antigènes marqués qui est resté attaché à l'anticorps. Ici, j'en ai mis 4. Ici. Dans le sérum de mon malade, j'aurais eu par exemple 8 molécules d'antigènes. Il ne me serait plus resté que 2 molécules d'antigènes marquées. Donc, qu'est-ce que je fais? Je compte la radioactivité de mon complexe antigène-anticorps. Et au passage, plus j'ai de radioactivité, moins j'avais d'antigènes dans le sérum de mon malade. Et inversement, plus j'ai d'antigènes dans le sérum de mon malade, moins j'avais de radioactivité dans mon culot. C'est clair? Donc c'est tout simplement une réaction de compétition face à la même quantité d'anticorps entre un antigène marqué en quantité fixe et un antigène non marqué en quantité variable. Ça, alors vous dites, un prix Nobel pour avoir trouvé ça. En fait, ça a été une véritable révolution parce que pour la première fois, on est devenu capable de doser des toutes petites quantités d'antigènes. C'est extrêmement important. La technique de calcitonine que je vous ai montré tout à l'heure, quel est le progrès qu'on avait fait? On avait simplement, avec des anticorps bien choisis, etc., multiplié par 20, en fait, la sensibilité des dosages qui existaient déjà. C'est-à-dire il y avait des dosages radio-immunologiques. On les a améliorés avec maintenant cette technique dont je vais vous parler tout de suite, qui sont des dosages immunoradiométriques. Mais on a multiplié entre RIA, c'est-à-dire le prix Nobel de Rosaline Yallo, et la technique, nous, on a multiplié par 20. Rosaline Yallo, elle avait multiplié par, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie, par 100, 1000 ou 10 000. Ça veut dire qu'avant Rosaline Yallo, et avant cette technique qui était relativement simple, on ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas quelle était la quantité d'un antigène X que vous aviez dans le sérum de votre malade. À partir du moment où vous augmentez de 100, 1000, 10 000 fois la sensibilité d'une technique, ben vous voyez des choses qu'avant on ne voyait pas. Donc ça vaut vraiment un prix Nobel. Alors là, vous avez en fait les techniques que l'on fait nous, celles qui sont dans les petits coffrets que vous avez vus tout à l'heure. En fait, vous avez une bille plastique. Vous avez le sérum de votre malade dans lequel il y a l'antigène. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Sur la bille plastique, il y a en fait un anticorps. Cet anticorps, il capture l'antigène qui est dans le sérum ici. Ça, c'est le réactif de capture qui est sur la bille plastique. Et il capture en fait l'antigène qui est dans le sérum de votre malade. Et une fois que vous avez capturé l'antigène, vous venez avec un autre anticorps ici, qui est marqué par un isotope radioactif, par un enzyme, c'est ce qu'on appelle le traceur. L'antigène, il est pris en sandwich entre les deux. Et ici, à la différence de tout à l'heure, plus vous aurez d'antigène qui est venu se coller sur l'anticorps et sur la bille, plus vous aurez de radioactivité. Donc c'est l'inverse de la radioimmunologie. La radioimmunologie, c'était une technique par compétition. Là, c'est une technique sandwich. Voilà, ça c'est le réactif de mesure. Alors vous avez d'autres techniques, immunofluorescence,
Immunofluorescence, c'est pour repérer un antigène à la surface de cellules. Alors, on va le faire marcher ici. Non. Je ne veux pas ça, moi. Je reviens. Voilà. Alors, je mets les anticorps fluorescents qui viennent se lier. Je retire tout ce qui ne s'est pas lié aux antigènes et je vois, vous voulez qu'on recommence, je vois les cellules qui ont à leur surface l'antigène repéré par l'anticorps. Elles sont là, les cellules. D'accord? On recommence. Voilà. Ici, j'ai un anticorps dirigé contre un antigène de surface cellulaire. Je lave ici et je révèle ici à les lumières ultraviolettes. Voilà. Voilà ce que ça donne en vrai. Des anticorps contre les neutrophiles. Vous voyez la fluorescence là, qui est ici. Alors c'est très utilisé aussi pour le diagnostic de maladies auto-immunes. Il faut être des spécialistes pour interpréter en fait le type de fluorescence que vous avez à la surface des cellules. Immunohistochimie. Immunohistochimie. Vous avez ici une cellule. Je dis tout de suite que c'est une cellule cancéreuse. C'est une cellule qui a à sa surface ici un récepteur. J'ai pris l'exemple, c'est un récepteur qu'on appelle HERB-B2, peu importe. C'est intéressant parce que c'est un récepteur extrêmement important. La seule chose, c'est que ça fait 20 ans qu'on cherche le ligand de ce récepteur, on n'arrive pas à le trouver. Et voilà, vous arrivez avec des anticorps dirigés contre cet antigène de surface. Vous vous souvenez maintenant que les anticorps ne pénètrent pas à l'intérieur des cellules. Donc, ils ne sont capables de repérer que des molécules qui sont à la surface de la cellule. Et cet anticorps est marqué par un colorant, ici, ce qui fait que si vous avez l'antigène à la surface de la cellule, elle devient colorée en marron. Et voilà dans la vraie vie ce que ça fait. Et ça va vous donner des choses. Voilà des cellules, c'est des cellules de cancer du sein, qui ont à leur surface 100 000 molécules de récepteurs. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle des thérapies ciblées, qui sont des anticorps, cette fois-ci, qui sont utilisés. Le même anticorps que tout à l'heure qui vous sert à repérer les récepteurs, c'est aussi le même anticorps qu'on utilise pour traiter les patientes ou certaines patientes qui ont des cancers du sein. Ici, vous n'allez pas la traiter, la patiente. Il n'y a pas assez de récepteurs à la surface. 500 000, vous dites là ça commence à être beaucoup là. Vous voyez les techniques d'immunoperoxydase, ça fait bien ici des colorations marron à la surface. Vous ne traitez toujours pas la patiente. Vous allez la traiter que ici, lorsqu'il y a à peu près 1 à 2 millions de récepteurs de surface. D'accord? Donc voilà les techniques. Bon, je vais m'arrêter ici parce que après ça devient vraiment des techniques de recherche et puis il faudrait peut-être qu'on passe à autre chose. Donc c'était pour vous illustrer en fait les réactions antigènes-anticorps.